Après avoir effectué au sein de l'université d'Aix-Marseille le master MOMARC, qui est un master international intitulé Master of Maritime and Coastal Archaeology, j'ai intégré l'école doctorale ED 355, Espace, Culture, Société, dans le cadre d'une thèse CIFRE, en codirection entre Nicolas Fauchère du LA3M, le laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée, et Éric Ritt du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, soutenu par l'Agence nationale de la recherche et des technologies et réalisé au sein du bureau d'études ipso facto, qui est spécialisé dans l'archéologie sous-marine et qui se présente sous la forme d'une société coopérative de production. La thèse en question s'est construite autour du chantier École MOMARC de seconde année sur l'épave de Paragan, un navire de cabotage méditerranéen daté de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle et naufragé dans les Bouches de Bonifacio en Corse du Sud. La fouille, dirigée par Franca Cibecchini du Drasme et co-dirigée scientifiquement par Éric Ritt, a permis de poser les bases d'un futur travail de recherche sur les voiliers de cabotage fréquentant le littoral de la Corse entre le XVIe siècle et jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. La thèse s'intéresse aux influences techniques et matérielles entretenues dans le domaine de l'architecture navale entre les bateaux corses, toscans, sardes, ligures et provençaux. Nous nous proposions de réaliser une étude d'archéologie navale par le biais de comparaisons de formes, de construction, de fonctions, de gréements, afin d'aboutir à une généalogie comparative des différents types de bateaux de cabotage dans cet espace stratégique qu'est l'île de Beauté à l'époque moderne, et jusqu'à la motorisation massive des embarcations de petite envergure au début du XXe siècle. Les types de navires cités dans ce catalogue comparatif sont à l'image de toute production matérielle, des révélateurs d'une culture qui vit, s'adapte, évolue, se transforme ou résiste. La Corse, quoiqu'intégrée aux routes maritimes de la Méditerranée occidentale, est victime de n'avoir pas donné naissance aux 74 canons ou aux navires marchands des routes des Indes. On a laissé de côté ces modestes mais utiles latini, gondoles et bovies qui faisaient l'animation de ces côtes, de ces marines, de ces plages ou de ces ports. Ces embarcations ont pourtant formé le tissu des échanges et le quotidien matériel des habitants des côtes méditerranéennes pendant de nombreux siècles. Dans ce contexte, nous avons déterminé que les navires utilisés au commerce en Corse sont assez proches de ceux qui sont utilisés à Gênes. Mais parmi ceux-là, il semble que l'on a particulièrement prisé une famille de navires assez peu reconnus aujourd'hui et quasiment disparus, les felouks, frégates et gondoles. Petits transports rapides représentés depuis au moins le XVIIe siècle. Ils ont été utilisés particulièrement pour le transport de personnes. C'est généralement une frégate ou une felouk que l'on prend pour faire les trajets entre Gênes et la Provence. Ce sont des navires qui peuvent être tirés sur les plages. Ils utilisent un ou deux mâts, généralement droits, et placés en avant de l'embarcation, ce qui laisse la place à des rameurs. Autre type très prisé sur les côtes de la Corse, les bovies ou pareggi. Ces beaux bateaux équilibrés sont plus représentés parmi les ex-voto marins de notre corpus que les tartanes décrites pourtant comme prépondérantes au XIXe siècle. Cette recherche s'est effectuée en un peu plus de 3 ans, puisqu'elle s'est déroulée entre le 1er janvier 2017 et l'été 2020, à la suite d'une demande déposée à l'ANRT. Elle repose sur un dispositif, le CIFRE, qui signifie Convention industrielle de formation par la recherche. Il s'agit d'un montage permettant à une entreprise privée française de recruter en CDI ou en CDD un diplômé de niveau master de toute nationalité à qui elle confie une mission de recherche qui constituera l'objet de sa thèse. Le doctorant est suivi et soutenu par un laboratoire de recherche académique et il est inscrit à l'école doctorale de rattachement de ce laboratoire. Il est suivi normalement par son directeur de thèse selon les mêmes principes que pour un doctorant ordinaire. Les cotutelles sont possibles dans ce dispositif. Dans ce cadre de travail, le doctorant est entièrement consacré à sa recherche, pour partie dans l'entreprise et pour partie au sein de son laboratoire. Les travaux qu'il mène au sein de son entreprise ont vocation à être intégrés à sa recherche ou bien à étoffer ses compétences dans le cadre de sa spécialisation.
Le montage du dossier CIFRE peut se faire à tout moment, indépendamment du calendrier universitaire. L'ANRT et l'entreprise contractent une convention sur la base de laquelle est versée la subvention qui aide l'entreprise à prendre en charge la rémunération du doctorant qui n'est pas inférieure à un minimum légal défini par la loi. Cette rémunération n'est pas sujette à la TVA et peut être complétée par le crédit impôt recherche. Le laboratoire et l'entreprise établissent également une convention qui clarifie le déroulé de la thèse, le matériel et les lieux de travail à disposition du doctorant, la répartition de son temps entre le laboratoire et l'entreprise, etc. Le doctorant, outre les comités de suivi et formation obligatoires délivrés par l'université, s'engage à fournir à l'ANRT un rapport annuel qui stipule ses avancées et ses problématiques de travail. Il est signé à la fois par le laboratoire et par l'entreprise. Pour pouvoir postuler, le doctorant ne doit pas avoir été précédemment inscrit en thèse ni déjà faire partie de l'entreprise. En août 2020, la thèse soutenue, j'ai réintégré ipso facto en CDI grâce au dispositif Jeunes Docteurs qui aide les entreprises à financer la recherche et le développement pendant 2 ans. Une des caractéristiques de ce bureau d'études est qu'il s'agit d'une SCOP ou société coopérative. Cela signifie que la plupart des salariés de cette entreprise en sont aussi les associés ou bien ont vocation à le devenir. Ils détiennent des parts de leur société et ont le droit de vote lors des assemblées générales selon le principe « une personne égale une voix ». Le gérant de la SCOP est élu et les bénéfices réalisés sont partagés. Les sociétés coopératives sont issues de la longue histoire des luttes des ouvriers qui souhaitent se réapproprier leurs outils de travail. C'est une histoire complexe et passionnante qui traverse les 19e et 20e siècles et leurs soubresauts. Pour en savoir davantage, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo sur le lien qui mène à un entretien avec François Espagne, qui rentre dans le détail de l'histoire et de la doctrine de la coopérative. La nôtre a pris son essor au moment de la fouille du chaland d'Arles-Rhône 3, qui est désormais exposé au musée départemental d'art l'Antique. La société a été le premier opérateur d'archéologie préventive en milieu sous-marin et subaquatique agréé par le ministère de la Culture et de la Communication. Nous travaillons énormément avec les institutions publiques de la recherche, les collectivités, les musées et le ministère de la Culture, et notamment le DRASM, qui signifie Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Ipso facto possède un pôle archéologie, qui intervient sur des chantiers écoles, sur des fouilles programmées en tant que spécialiste, mais également pour du suivi archéologique et des fouilles préventives sur de futurs aménagements en mer et en rivière. C'est à ce pôle que je suis moi-même rattachée en tant qu'archéologue plongeuse, chargée d'études et de recherche. Je peux continuer à réaliser des publications scientifiques et je réalise des études d'archéologie navale sur des épaves modernes, en général pour le compte de collectivités, de musées ou d'universités, dans le cadre de fouilles programmées. En cas de prescription de fouilles par l'État, nous répondons à des appels d'offres et nous montons un projet de fouilles préventive répondant au mieux au cahier des charges scientifiques et pratiques attendues. Nous pouvons réaliser également des études documentaires en vue de futurs aménagements. La société possède également un pôle paléo-environnemental qui travaille plus particulièrement sur les paléopaysages et les archéosciences, et notamment en carpologie, études sédimentaires, dendroarchéologie ou dendrochronologie. Nous disposons d'un pôle conservation-restauration des objets du patrimoine et de conservation préventive dans le cadre des fouilles archéologiques. Nous abritons un pôle 3D qui réalise des contenus à vocation de recherche ou de valorisation muséale, numérisation d'objets, maquettes scientifiques, facsimilés d'objets archéologiques, photogrammétrie, etc. Enfin, nous avons une vocation d'enseignement et de recherche. Outre les publications et communications de nos membres, nous donnons des cours et des formations dans l'enseignement supérieur à l'international et participons notamment au Master Momarque à Aix-Marseille Université. Nous accompagnons les jeunes chercheurs de niveau doctorat et supérieur, puisqu'à ce jour, 7 salariés de cette entreprise ont bénéficié du dispositif Jeunes Docteurs au sein d'Ipso facto, dont 6 sont actuellement en poste en CDI, et 2 thèses CIFRE, dont une est actuellement en cours, s'y sont déroulées.